Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième podcast de Qui veut hacker des millions. Pour ce podcast, on accueille Lionel Klein. Lionel, comment tu vas ? Super, merci. Merci de m'accueillir. Donc, je suis ravi de faire partie de ce podcast. Trop cool. Et Jonas, que maintenant vous connaissez. Bonjour à tous. Yes. Sur ce podcast-là, comme vous le savez, on va essayer de décomplexer les sujets de la cybersécurité. Et on va commencer tout de suite directement dans le vif du sujet. Lionel, qu'est-ce que ça fait d'être un semi-influenceur LinkedIn ? Écoute, c'est vrai que si tu veux, je m'en rends pas forcément compte. Au-delà d'être Top Voice LinkedIn, j'étais un des premiers Top Voice LinkedIn cyber en France, donc depuis 2022, donc c'est avant que tout le monde utilisait ChatGPT, etc. Juste pour me flatter un petit peu. C'est pour l'ego. Au-delà de ça, je suis aussi 40 under 40, donc c'est un classement des 40 meilleurs experts au monde en dessous de 40 ans, qui est organisé, donc c'est un classement chaque année qui est organisé par le magazine Top Cyber Magazine, avec Global Alliance Cyber, qui est une grosse association basée au Canada, mais qui a un rayonnement mondial. Et effectivement, aujourd'hui, je suis une des figures, si on peut dire, de la cybersécurité, mais il y en a plein d'autres. Et moi, j'essaye de vulgariser la cybersécurité en surfant un peu sur l'actualité, s'il y a une cyberattaque ou s'il y a une nouvelle réglementation. Typiquement, pour donner un exemple très concret, on rentre dans la semaine du Black Friday. Donc, j'ai parlé aujourd'hui typiquement des fraudes, des acheteurs fraudeurs via l'IA agentique. On pourra en revenir sur l'intelligence artificielle, l'IA. Ouais. Mais voilà, donc j'essaie de surfer un peu sur la vague de l'actualité et les réglementations pour vraiment vulgariser, essayer de sensibiliser le maximum de personnes. Magnifique. Et en parlant, on rebondit sur Black Friday. Jonas, je pense que toi aussi avec tes équipes, tu as commencé à préparer un post dessus, c'est sûr ? Ouais, après LinkedIn, c'est toujours comme ça, tu parles un peu de tout, etc. D'ailleurs, j'avais une question pour toi, Lionel. Est-ce que tu penses que dans le marché de la cybersécurité, on manque de communication à travers les réseaux ? Est-ce que tu penses que justement on manque de podcasts, ou alors on manque de post LinkedIn, ou alors de live Instagram ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, sur LinkedIn, il y a de plus en plus de personnes et d'entreprises qui commencent à faire des posts, des articles. Il y a différents formats, il y a aussi les formats vidéo. Et donc, c'est très bien. Chacun a sa ligne éditoriale. Typiquement, moi, je suis plus sur la vulgarisation. Il y a des personnes qui vont plus être sur des outils, d'autres personnes plus sur des fuites de données, d'autres personnes plus sur du pentest, donc les tests d'intrusion, donc un peu plus technique. Donc, en fait, en fonction de ses appétences et de son domaine d'expertise, il faut choisir sa ligne éditoriale. Après, effectivement, le podcast, c'est bien parce que ça permet d'avoir une visibilité et de parler du fond. Et après, tu parlais des lives, donc Instagram, TikTok. Effectivement, c'est bien pour sensibiliser le maximum de personnes. Après, les réseaux sociaux grand public, donc Instagram, TikTok, ça va plus être pour, comme je le disais, sensibiliser ou recruter des jeunes talents, mais pas forcément pour faire du business. Or, LinkedIn, c'est là où tu vas avoir les décideurs. Donc là, c'est plus un aspect business. Et voilà, donc oui, il faut sensibiliser, vulgariser la cybersécurité. Effectivement, il y a de la place pour tout le monde. Et comme je le disais, il y a 20 000 sujets en cybersécurité. Donc il y a de la place pour tout le monde et chacun doit avoir sa ligne éditoriale. C'est assez vaste en plus comme domaine la cybersécurité. Toi, pour toi, quel est le sujet ? Une personne qui débute, admettons, dans la cybersécurité, tu lui dirais d'aller vers quoi en priorité, en premier ? Tu lui dirais d'aller vers quoi ? En vrai, encore une fois, tout dépend de ses appétences. Si la personne, elle adore développer, je lui dirais d'aller plutôt sur de la technique, donc test d'intrusion, DevSecOps, donc c'est tout ce qui va être le développement, mais en intégrant dès le départ du développement la sécurité, pour le faire très simple. Grossièrement. Très grossièrement, parce que c'est un peu plus complexe que ça, le DevSecOps. Mais voilà, donc en fait, typiquement, moi, je suis pas quelqu'un de technique.
Donc, je suis plutôt allé sur du fonctionnel, donc tout ce qui est GRC, donc gouvernance, risque, conformité, chefferie de projet, etc. Donc, encore une fois, tout dépend. Après, il y a, je sais pas, quelqu'un a fait une école de marketing, communication, il veut travailler en cybersécurité, cette personne veut travailler en cybersécurité, eh ben, on a besoin de communicants, on a besoin de marketing. Il y a aussi tout ce qui est attrait à l'événementiel. Les salons. Il y a plein de salons qui existent ou qui se créent. Donc il y a aussi besoin, il y a aussi besoin de ça. Il y a aussi des journalistes spécialisés en tech maintenant qui se spécialisent en cybersécurité. Donc en fait tout dépend de ce que la personne aime faire. Après, moi mon conseil c'est rester curieux, faire de la veille technologique et après, typiquement tu peux rentrer en cybersécurité sur les aspects fonctionnels et ensuite te former et aller sur la partie technique. Je voulais moi rebondir sur un point qu'on a parlé au démarrage donc des réseaux sociaux, avec la montée en puissance donc de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a un peu perdu ce côté humain avec les influenceurs ou les personnes qui vont communiquer sur de la cybersécurité? Est-ce que c'est pas juste du bullshit où on demande à ChatGPT de nous faire un post et on balance ça comme ça? Il doit y avoir plein de personnes comme ça. Alors, effectivement, il y a de tout. Maintenant, oui, il faut utiliser les outils actuels, donc ChatGPT, etc., donc les outils d'IA générative. Après, il faut toujours avoir notre œil critique. Donc, on a une certaine compétence, on a une certaine expertise pour structurer son texte. Oui, c'est très bien d'utiliser ChatGPT ou autre, mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais me lancer, je vais écrire un post, etc. Et en fait, ils n'ont pas forcément le recul nécessaire où ils se disent j'ai pas le temps, je fais un prompt sur ChatGPT et je le copie-colle sur LinkedIn ou. Il y en a même qui laissent ChatGPT à dit. Voilà, ChatGPT a dit ou les emojis. Ou les guillemets. Voilà, ou les guillemets, les emojis, etc. Et ça se voit, mais je vais même te dire, au-delà des posts LinkedIn, même des fois en réunion, on voit des PowerPoint ou des présentations. By Gamma. Voilà, et typiquement, moi, un exemple très concret. Cet été, on avait un projet assez sensible au niveau européen, etc. Donc, on avait beaucoup de réunions et on arrive avec une équipe et il y a une personne qui nous présente une feuille de route. Et je lui dis non, mais attends, enlève au moins les emojis, c'est trop flagrant. tu vois. Il y a beaucoup de trucs comme ça de te couper. Ouais, mais... des tirets ou alors sur les posts LinkedIn, pas de jargon, pas de blabla, juste du concret, comme ça. Mais voilà, donc en fait, tout dépend. Faut savoir jongler. Effectivement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'IA générative, donc l'intelligence artificielle générative, il y a beaucoup de gens qui disent avec ChatGPT, c'est facile de devenir entre guillemets influenceur cyber. Donc je vais me lancer. Mais non, il y a pas que ça. Encore une fois, faut un regard critique, faut sa ligne éditoriale. Donc oui, on peut perdre un peu d'humain, mais après, j'ai envie de te dire, une fois que tu as fait ta renommée, les gens continuent à te suivre et les gens sont pas dupes. Donc ils connaissent la différence et une personne qui fera que entre guillemets du bullshit. N'aura pas une grande audience et voilà, n'aura pas une grande communauté. Et nous, par exemple, moi et Jonas, le but de LinkedIn, c'est donc d'avoir de la communication, de pouvoir, comme on fait que de le dire, simplifier un peu ce sujet-là, le décomplexer, mais en même temps, de notre côté, avec nos boîtes respectives, c'est aussi de pouvoir toucher des décideurs. Tout à fait. Donc des DSI, des directeurs informatiques ou des RSSI. Est-ce que maintenant, encore à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, tu penses qu'avec un bon contenu, on peut arriver à atteindre donc, des personnes telles qu'un DSI ou un RSSI? Est-ce qu'il prend ça encore au sérieux? Est-ce qu'il ne se dit pas c'est juste des petits jeunes qui font du LinkedIn ou une personne qui veut juste poster? Est-ce qu'il connaît vraiment bien, etc. Alors, il y a deux choses. LinkedIn ou même, parce qu'il y a aussi les décideurs maintenant sont aussi sur Instagram, TikTok, etc. Donc en fait, tout dépend du format que tu vas adapter à ton canal. Donc oui, les décideurs regardent encore les posts et prennent ça au sérieux.
Après, c'est plus culturel et je pense que c'est très français. C'est dire non, mais il a 20 ans, il a 25 ans, il n'a pas la légitimité pour avoir une boîte ou pour travailler en cybersécurité, etc. Après, ça change un petit peu. On va dire les mentalités changent un petit peu. Typiquement, les meilleurs hackers en général, c'est des gens à 14 ans, ils ont quitté l'école, ils ont hacké des sites qui étaient hyper durs à pénétrer, etc. Donc ils ont une légitimité. Donc ça change un petit peu. Encore une fois, on est dans un environnement tech. Donc les RSSI le savent. Donc eux prennent plutôt ça au sérieux. Après, effectivement, les D6, c'est un petit peu différent. Mais encore une fois, les mentalités changent. Et oui, il y a cette barrière culturelle de se dire non, mais il a tel âge, il a tel âge. Et typiquement, mais c'est pas que en cybersécurité. Typiquement, même dans le monde de la finance ou autre, si tu veux des grandes responsabilités, si t'as pas, je sais pas, 50 ou 55 ans, t'auras pas le poste de directeur, etc. Ce qui en fait est complètement lunaire. On regarde la compétence, pas l'âge etc. D'accord avec toi. J'ai une question à te poser, Lionel. Maintenant, avec toutes les lois, etc., qui rentrent en vigueur en France, est-ce que tu penses que le meilleur canal d'acquisition client va devenir justement les réseaux sociaux? Oui et non. C'est-à-dire, oui, les réseaux sociaux, donc LinkedIn ou autres, peuvent être un canal d'acquisition. Après, il n'y aura pas comme aller dans des salons, rencontrer ou même des cercles, on va dire des clubs un peu privés de cybersécurité, parce qu'il n'y aura jamais comme l'interaction humaine. Et donc c'est là où en fait dans un cercle un peu intimiste où tu vas vraiment parler avec le RSSI et pas juste en échange de messages via une plateforme, il y aura beaucoup plus d'impact. Le côté humain, quoi. Et donc toi, si là, voilà, tu construis une équipe de sales, tu leur dirais comment de prospecter, d'aller trouver des nouveaux clients? Être visible. Tu vois, participer à des podcasts, à des forums, écrire des articles dans des magazines spécialisés ou autres. Enfin, moi, typiquement, j'écris des fois dans des magazines. Ça peut être le magazine de l'Union de la bijouterie et des horlogers de France. Donc, à premier abord, on peut se dire ça n'a rien à voir. C'est pas un magazine spécialisé cyber. Oui, mais c'est un secteur qui a besoin de cybersécurité, comme tous les autres secteurs d'ailleurs. Il y a des personnes qui font des articles, je sais pas, dans le journal Le Parisien, Le Monde ou autre. J'ai participé à un webinar avec le Journal du Luxe. Donc, en fait, l'idée, c'est d'être visible, de sensibiliser chaque secteur d'activité. Et après, effectivement, d'aller dans les salons pour se faire connaître et faire partie de certains clubs qui vont réunir une fois par mois ou une fois par trimestre des RSSI et avoir une interaction un peu plus privilégiée avec eux. Ok, c'est intéressant. Et petite question, moi, sur la partie du coup LinkedIn, parce que c'est aussi ta puissance et ton point fort, même si tu dois en avoir plein d'autres. Sur LinkedIn, je pense que tu as énormément de messages. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de personnes qui viennent te voir en te disant Lionel, soit on s'est fait hacker, soit c'est la panique ou c'est la crise? Comment tu gères ça? Oui, j'ai deux anecdotes. Ouais. J'ai une anecdote où une personne, comme je suis assez réactif, du coup, il y a une personne qui m'a pris pour une IA. Okay. Qui m'a dit non mais vous êtes une IA, c'est pas possible, etc. Donc voilà. Ça c'était pas de l'arrivée ça? Et en fait je crois que tu parles de moi. Parce qu'une fois tu m'as envoyé un message. Donc à moins que t'avais un compte. Une fois tu m'as envoyé un message et je t'ai dit je crois pas que ce soit Lionel qui parle. Tu m'as dit ah si c'est moi. Et je me suis dit si c'était vraiment Lionel qui parlait, il serait pas adressé comme ça à moi. je crois que c'était moi. Alors, en fait j'ai eu ça avec c'était une dame, donc j'ai pas le souvenir de ce message, mais sûrement. Mais du coup, c'est assez marrant que des personnes te prennent pour une IA. Et sinon, oui, effectivement, il y a des personnes qui me disent oui, Lionel, on s'est fait hacker ou enfin voilà, j'arrive plus à accéder à mon site. C'est sûr que je me suis fait hacker, etc. Mais sinon, effectivement, il y a des personnes, voilà, il y a une présidente d'une grande fédération en France qui m'a appelé
8h du matin, paniquée. Elle me dit ouais, j'ai un adhérent qui vient de se faire hacker. La présidente de la boîte est en panique, etc. Donc on essayait déjà de calmer, de voir ce qui s'est passé. C'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup de cyberattaques. Typiquement, la semaine dernière, il y avait une panne chez Cloudflare. Énorme. Énorme. Tout le monde a dit oui, ça se trouve c'est une cyberattaque, etc. Or c'était une panne. Alors ça pose le problème de l'interconnectivité, mais c'est un autre sujet. Donc en fait, déjà quand les gens disent oui j'ai une cyberattaque, etc. Déjà il faut essayer de garder son sang-froid, de voir ce qui se passe. Et ensuite, effectivement, si c'est une cyberattaque, on rentre en gestion de crise et on les accompagne. Mais c'est pas parce que toi, tu penses que c'est une cyberattaque que ça en est une. Et toi, vu que tu gères vraiment une partie gouvernance, quand tu dis je les accompagne, c'est donc tu préconises des boîtes qui peuvent le faire ou toi en interne, tu as monté Alors, moi en interne, je peux le faire parce qu'on a une équipe d'incidence response. Mais sinon, j'ai aussi des partenaires qui peuvent intervenir en mode pompier. Pour éteindre le feu. Pour éteindre le feu. Et en fait, la gestion de crise, alors il y a la partie technique, mais ce que les gens ne voient pas forcément, c'est toute la partie communication et gestion humaine. Et en fait, quand on rentre en crise, des fois, il y a des personnalités qui peuvent se révéler et d'autres qui peuvent être complètement paniquées. Ouais. Et il faut aussi accompagner le dirigeant. Parce que typiquement, si c'est une PME, je dis n'importe quoi, il y a un ransomware, les cybercriminels demandent, 5 millions, la PME fait 15 millions de chiffre d'affaires, ça met clairement en péril la boîte. Donc le dirigeant, il n'est pas bien. Et il faut savoir l'accompagner. Donc il y a aussi toute cette psychologie qui est hyper importante. Et la communication. La communication de crise est ultra importante parce qu'en fait, quand il y a une cyberattaque ou une fuite de données, ça sort sur les forums de cybercriminels, sur le dark web, et donc tout de suite, ça va sortir dans les médias, etc. Les clients paniquent. Et donc les clients ils paniquent, donc il y a une perte de réputation et de confiance. Au-delà que l'entreprise est complètement à l'arrêt. Ouais. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre sujet aussi. Donc déjà, il y a plus l'outil de production, donc les gens sont au chômage technique. Donc ça crée de l'anxiété. Les clients vont dire oui, ils savent pas se protéger. Donc je vais plus me fournir chez eux. Ou même on va dire un particulier qui achète sur un site e-commerce. Le site e-commerce s'est fait hacker. Tu vas dire ils savent pas protéger mes données, moi je vais plus acheter chez eux. Fait le concurrent, du coup. Donc voilà, donc il y a une grosse perte et sur la communication de crise, donc ça va sortir dans les médias. Il y a des gens qui vont reprendre, qui vont le mettre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Alors des fois je le fais, mais quand je le fais, je fais une petite aparté. Quand je le fais, en fait, je n'incrimine pas l'entreprise. J'essaie juste d'expliquer ce qui s'est passé et comment les cybercriminels ont fait pour atteindre l'entreprise et ont fait fuiter les données, etc. Mais effectivement, on peut dire tout et n'importe quoi. Et en fait, dans la communication de crise, l'entreprise ne peut pas tout dire non plus. Parce qu'il y a des investigations, parce qu'ils sont en relation. Alors, ça dépend aussi de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise, entre guillemets, stratégique au sens de l'État ou pas. Et donc, par exemple, ils font des investigations avec l'État, donc avec l'ANSSI ou des services de renseignement, etc. Et donc, ils peuvent pas dire non, mais attendez, c'est tel groupe ou tel État qui nous a hacké, il y a ça qui est sorti ou ça qui est sorti. Donc, il faut aussi faire attention sur la communication quand on voit des posts ou des articles, parce que on n'a pas tous les éléments. Et donc on peut pas juger, on peut pas juger juste comme ça. Et en fait, faut avoir appris le rétexte de la gestion de crise, qui peut arriver des mois après ou des années après, et dire ok, ils ont très bien géré la crise. Enfin, typiquement, c'était, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était au printemps, où un éditeur de gestionnaire de fonds s'est fait hacker, et en fait il travaillait avec tous les gestionnaires de patrimoine, les banques privées, etc. Ils se sont fait hacker
Et donc, il y a eu plein de choses qui sont sorties sur eux. Sauf que comme c'était ultra sensible, ils travaillaient sur une investigation avec, avec plusieurs boîtes et avec l'État. Et donc, en fait, ils ne pouvaient pas communiquer comme ils le voulaient. Sauf qu'il y a eu plein de choses qui ont été dites sur eux, ce qui était faux. Ils ne pouvaient pas contredire parce que voilà, et ils c'était peuvent en pas procédure, contredire quoi. parce que c'est en procédure. Mais ça se trouve, demain, ils vont faire un rétexte sur la gestion de crise, donc un communiqué. Et d'ailleurs, l'ANSSI les avait félicités, comme quoi ils avaient prévenu en temps et en heure leurs clients, etc. Mais donc, encore une fois, faut savoir accompagner en gestion de crise. Et c'est un sujet, je trouve, qui n'est pas assez pris en compte dans les entreprises. Et ce qui n'est pas assez pris en compte, notamment sur la gestion de crise, c'est le comportement humain. On revient un peu à l'épisode de la semaine dernière. Le premier épisode qu'on vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, par rapport à l'aspect psychologique. Donc c'est vrai que nous, quand on parle de situation de crise, de cyberattaque, on voit la perte d'argent, la perte de données, mais on ne voit pas la perte, la perte de comportement physique, dans le sens où tu as des équipes qui peuvent paniquer. Comme tu as dit, un directeur de boîte, lui, il faut aussi l'accompagner. Alors, quelle va être sa réaction? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en dépression, en burn-out, etc. Oui. Tu as toute la gestion. On avait même, si je ne dis pas de bêtises, on avait mis un point en ligne de mire, moi et toi Jonas, sur la partie phishing, un truc tout bête, un employé qui clique sur un email frauduleux, si il s'avère que c'est à cause de lui que la cyberattaque est arrivée parce qu'il a cliqué sur un faux mail et donc qu'un malware est rentré, donc la PME doit payer 200, 300, 400 000 euros à cause de lui, lui aussi en fait il va arriver dans ce cas de figure où il va se dire en fait c'est de ma faute, je suis pas légitime d'être dans ma boîte, j'ai fait n'importe quoi, etc. Donc si lui il n'est pas accompagné, le problème, on arrive sur un employé qui va être en total burn-out, crise, etc. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça l'accompagnement humain est hyper important sur la gestion de crise. Et toi, Lionel, justement, tu as un accompagnement que tu fournis à tes clients en plus de tes prestations? Donc un accompagnement en gestion de crise? Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Et surtout, alors, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaye de faire des exercices de gestion de crise avant pour justement, on met en fait les COMEX, etc. sous pression, donc les comités exécutifs sous haute pression, parce qu'eux aussi doivent supporter la charge, parce que en général, quand une crise arrive, il y a tout qui se déclenche. Donc il y a, on va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais les syndicats qui vont râler parce que il y a des salaires qui sont sortis. Il y a tous les journalistes qui vont vous appeler, qui vont vous harceler limite. Alors je dis pas que les journalistes sont des harceleurs, hein. Loin de là. Plus que les commerciaux ou quoi? c'est la même chose. Mais non, donc en fait tout le monde va appeler, va dire ok, vous me répondez pas, moi je prends un article dans 10 minutes, vous voulez pas me répondre, c'est pas grave. Donc il y a aussi ce biais-là de pression extérieure. Et puis, s'il y a des actionnaires externes, ils vont appeler c'est quoi ça, comment ça, vous n'avez pas su vous protéger, moi j'enlève mes billes, etc., etc. Donc, il y a toute cette pression-là qui émane. Donc, nous, on essaye d'accompagner les entreprises aussi un peu en amont, préparer des plans de continuité d'activité, de reprise d'activité. Aussi de les accompagner à choisir une cyberassurance, c'est hyper important. C'est aussi un sujet qui est en train de se développer, mais il faut absolument avoir une assurance cyber. Et un exemple très concret, c'est Jaguar Land Rover qui s'est fait attaquer fin août. Donc c'est une perte estimée à 2 milliards. Il n'avait pas de cyberassurance et au-delà de la perte de 2 milliards, ça a eu un impact, mais on pourra y revenir un peu plus tard, mais ça a eu un impact sur tout le secteur automobile parce qu'en fait, il y a toute la chaîne de production qui s'est arrêtée, donc tous les sous-traitants qui ne peuvent plus livrer, qui peuvent plus rien faire, etc. Et en fait, ça a eu un impact même sur le PIB du pays. Donc c'est un vrai sujet économique, la cybersécurité. Et pour revenir à la cyberassurance, moi j'ai beaucoup de prospects qui nous disent non mais j'ai pas besoin de protection parce qu'en fait je suis déjà cyberassuré. C'est quoi la différence entre
se munir de protection pour justement pouvoir se défendre et réagir en cas d'attaque, et mettre une cyberassurance? En fait, c'est complémentaire. C'est-à-dire que tu vas aller voir une assurance, tu vas dire voilà, moi j'ai une entreprise, je sais pas, j'ai de la production, enfin n'importe. J'ai une entreprise, donc je veux m'assurer contre le risque cyber. Donc normalement, l'assureur ou en tout cas le courtier va dire ok, mais pour ça, il faut que je te fasse un audit pour voir en fait quel sera le risque et est-ce que je peux t'accompagner. Si le risque est trop élevé et que l'assureur ne sait pas on va dire, chiffrer ce risque-là, il va dire, bah non, je ne peux pas t'accompagner. Par contre, si l'entreprise a des procédures, a des outils de cybersécurité, donc ça veut dire qu'il a pris conscience et il va, entre guillemets, réduire un petit peu ce risque. Et donc, sa police d'assurance va être moins chère. Donc, l'assureur va dire, bah, ok, je vois que tu as des outils, donc tu as un EDR, donc pour la faire très simple, un antivirus 3.0. Basé sur l'analyse comportementale. Aussi. Aussi. Donc ça permet de détecter et de bloquer des failles ou des attaques en temps réel et même de faire de la remédiation automatisée. Donc corriger ces failles-là de manière automatique. Donc par rapport à ça, il va y avoir un... Mais d'ailleurs, c'est une loi française qui, alors je sais pas si elle a déjà été, Elle va entrer en vigueur. voilà, en vigueur, mais elle va entrer en vigueur. C'est le Cyber Score, donc comme le score, le Nitri-Score, mais sur le cybersécurité, sur la cybersécurité. Et donc, en fonction de ce score-là, les cyberassureurs vont dire, bah, ok, moi je peux te proposer une police d'assurance à tant par an ou tant par an. Mais si t'as pas un minimum de protection, ils vont dire, bah non, moi, je ne prends pas le risque de t'assurer. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est complémentaire. Oui, les entreprises ont des outils, ce qui est très bien, et c'est primordial, mais c'est pas parce que tu as un outil que tu vas pas te faire hacker. Le risque zéro n'existe pas, et toutes les entreprises ont des tentatives d'attaque. Et donc la question, c'est pas est-ce que je vais me faire attaquer ou en tout cas hacker, c'est quand ça va arriver. Et qu'est-ce que je fais? Et donc qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir et les outils et l'assurance cyber qui va bien. Très bien. Sur la partie donc là assurance cyber. Moi, c'est ce que je dis à tous les clients, c'est vous assurez bien votre maison, Oui, bah, si elle prend feu, vous allez vous faire rembourser, etc. Pareil pour votre boîte, vous avez monté une boîte, ça vous a pris 5-10 ans, c'est vos équipes. Bah, assurer votre boîte, c'est la même chose, c'est la même logique. Ouais, Puisque c'est, comme tu as dit, c'est le marché français et européen qui prend toujours un peu de temps à démarrer, mais après, déjà, la loi va passer, elle va être obligatoire. Dans un second temps, quand les gens vont se rendre compte que c'est super important, parce qu'on arrive de plus en plus dans une génération où tu as des PME, ETI qui fonctionnent, qui ont des salariés, etc., qui ferment du jour au lendemain. Oui, parce qu'une PME, une ETI, quand elle prend une attaque et que la boîte, elle est KO pendant 2 à 3 mois, et encore, je suis gentil, des fois c'est plus, et qu'elle doit payer 3 ou 4 millions un hacker, etc., donc de ransomware, alors que la boîte fait 7 ou 8 millions de chiffre d'affaires, qu'en plus au démarrage, là, elle est bloquée pendant 4 ou 5 mois, t'imagines bien que la boîte, elle coule, quoi. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, donc il y a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle NIS 2, et donc c'est pour renforcer la cybersécurité des PME ETI dans toute l'Europe. Et donc aujourd'hui, il y a aussi tout ce qui est attrait aux fournisseurs. Donc tout ce qui va être supply chain. Parce qu'en fait, les portes d'entrée des grands comptes, aujourd'hui, j'ai n'importe quoi, mais un BNP, ils ont 3-4 lignes de défense. Donc, ça va être très compliqué pour des cybercriminels d'attaquer en frontal BNP. Par contre, BNP travaille avec des sous-traitants, etc. Donc, qui sont connectés à leur système d'information. Donc, ils vont essayer de rentrer par ces sous-traitants-là. Donc, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de grands comptes qui demandent à leurs sous-traitants de faire des audits de cybersécurité et d'avoir une cyberassurance. Ça, c'est... Je suis 100% d'accord avec ce que tu es en train de dire, parce que nous, quand on arrivait, donc on a monté donc notre solution avec OFFLOW, etc., au démarrage, on avait une personne, donc on arrivait au bureau, et elle nous a dit, écoute, j'ai reçu un mail donc d'une des personnes avec qui on bosse depuis 5 ou 6 ans, donc une autre boîte qui est externe,
Ok, parfait, c'était un PDF, elle l'a ouvert et son ordinateur il était affiché comme s'il était mort avec marqué il faut payer avec telle adresse crypto, etc. Donc moi j'arrive dans mon bureau, je vois ça, je me dis waouh, ça commence direct. Et en fait, donc elle a cliqué sur le lien d'un de ses clients avec qui elle bosse depuis 4 ou 5 ans. En fait, c'est lui qui s'est fait hacker. Vu que, comme tu viens de le dire, c'est une grosse boîte, ils ne peuvent pas attaquer en frontal parce qu'ils ont 4-5 solutions. Donc les mecs, ils font des pentests constamment parce que ils sont comme tu as dit, ils se font constamment attaquer. Donc ils sont toujours obligés de trouver des nouvelles solutions. Et ils n'ont pas attaqué sur du frontal, mais sur un côté. Et ils sont arrivés comme ça, doucement, à rentrer dans la boîte. Et nous, d'ailleurs, on a mis en place tout un système de sécurité avec un audit sur chaque PC, on a tout confiné, etc. Et on s'est rendu compte que avec à travers son ordi, on était déjà rentré dans 3 ou 4 ordi en même temps. Donc on a tout bien géré, mais c'est-à-dire que t'arrives, t'es directement. Wow, oui. Ça commence direct. Donc il y a un vrai sujet sur la protection, donc l'outillage, enfin les procédures, parce que l'outil, ça fait pas tout. Donc il faut des procédures, des outils et de l'assurance. Donc choisissez bien vos partenaires. En fait, c'est un peu comme un braquage. Tu vois ? C'est le même dessin, c'est le même schéma. Ça veut dire qu'en fait, si t'as pas les bonnes portes, ils vont quand même rentrer, ils vont quand même dérober ton argent et tu pourras pas te faire assurer derrière. Tout à fait. Donc, c'est la même chose. Mais c'est en fait une cyberattaque, c'est un braquage numérique. Numérique, exact. Clairement, parce qu'en plus tu prends tu prends les données et tu vas dire ok, donc c'est un braquage de données. Après, sur l'assurance des ransomware, il y a plusieurs écoles chez les assureurs. Il y a un débat. Est-ce qu'on assure une entreprise qui paye la rançon ou est-ce qu'on n'assure pas une entreprise qui paye la rançon ? Ouais. Donc, c'est un débat. Après, on ne peut pas jeter la pierre à un dirigeant d'entreprise qui a super peur et qui, ok, vous me demandez, 300, 500 000 euros, etc. Et je les paye et laissez-moi tranquille. Sauf que, parce qu'il y a toujours un mais, sauf qu'en fait, c'est pas parce qu'on paye que forcément ils vont rendre les données et ils vont débloquer, on va dire, les systèmes. Et au-delà de ça, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais en tout cas, c'est plus la majorité des entreprises qui payent la rançon qui se refont attaquer dans les 6 mois, 1 an après avoir payé. Parce qu'en fait, ça donne un message de dire ok, attaquez-moi, je suis prêt à payer. C'est les bons pigeons, quoi. Voilà, exactement. Ah oui, c'est trouvé. Après, ce que je veux dire, c'est que si tu as le bon prestataire, tu peux négocier la rançon. Nous, une fois, on a eu un exemple. Une personne nous a appelé, donc je vais pas dire le nom du bien sûr, maintenant notre client. Mais en fait, comment ça s'est passé ? Il y avait un spyware dans ses logiciels. Ok. Et à un moment, le spyware, il se réveille, il éteint tout. Mm-hmm. Il reçoit un message, un lien comme ça, qui s'affiche sur tous les écrans, go to Telegram. Il clique sur le lien Telegram. Donc là, c'est le hacker qui lui dit « J'ai toutes tes données ». Il lui envoie les données. Il lui dit « Voilà, tu me dois 300 000 euros en Monero, crypto Monero ». Donc c'est la crypto la moins centralisée. Déjà qu'une crypto, c'est pas centralisé, mais alors là, c'est la moins des cryptos. Et qu'est-ce qu'on a fait nous ? Ok, d'ailleurs, on a pris la main. Notre DSI a pu contacter le hacker via des canaux c'est super choisi, bien sécurisé et tout. Il l'a fait tomber il a négocié de 100 000 euros. Bon, c'est déjà ça, tu vois. Mais justement, il y a aussi ce volet-là de la négociation. Après, c'est pas forcément ultra développé. Mais typiquement, le GIGN est déjà intervenu sur une histoire de cyberattaque dans une très grosse société française ultra stratégique. Et ils sont rentrés en négociation justement pour faire baisser la rançon. Après, oui, il y a des négociateurs on va dire de rançon. Encore une fois, c'est pas une pratique qui est très développée. Et pour le moment, c'est pas forcément encadré par une réglementation ou par une loi. Donc, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont dire « Ok, moi, je veux bien que vous m'accompagniez à négocier », et d'autres qui vont dire « Non, mais moi, je veux pas ». Et si vous le faites, après, ils peuvent éventuellement se retourner contre vous, etc. Donc, c'est un peu décrié, mais oui, on peut. Il y a aussi ce volet-là de négocier. Après,
faut prendre le bon négociateur. La bonne personne. Ah oui, faut Voilà, pas faut prendre prendre la bonne faut pas prendre personne. un mec qui... Et en fait, je suis passé de 300 000 à 400 000. Là. parce que justement dans la négociation, il y a plusieurs volets, mais il y a aussi les biais comportementaux et psychologiques et culturels. Typiquement, nous, on a été contactés pour rentrer pour gérer une négociation ultra critique. Donc, c'est un dirigeant, c'est un homme politique très haut placé dans un pays, je ne dirais pas le continent, dans un pays qui a eu un chantage à la sextape. Et donc, on a été contacté pour pour gérer la négociation. Et donc, en fait, il y a plusieurs volets. Qu'est-ce que la personne en face demande ? Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce que c'est, je sais pas, de la réputation ? Enfin, il y a plein de choses. Donc on a une équipe spécialisée, des anciens négociateurs d'unités spéciales, etc. Finalement, on n'a pas pris le dossier. Parce que c'était un peu trop touchy, on a laissé ça à d'autres personnes, voire à certaines autorités. Je ne sais pas où ça en est, ce dossier-là. Nous, on a regardé le dossier, on a dit qu'on pouvait intervenir, mais ça impliquait beaucoup de choses. Et donc, tout ça pour dire que dans la négociation, voilà, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Là, c'était de l'argent. Donc, je sais pas, la personne demandait, je dis n'importe quoi, hein, mais dans l'idée, demandait 1 million. Donc, si on proposait 600 000 euros, est-ce que ça pouvait éventuellement calmer les choses et coller, et puis on passait à autre chose. Donc, il y a ces volets-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre vraiment des spécialistes de la négociation qui vont avoir cette lecture. Et pas uniquement dire ok, c'est une cyberattaque, bon, vous demandez 500 000 euros, bon bah venez, allez les gars, baissez à 300 000 euros. C'est plus complexe que ça. Sur ce que tu viens de dire, c'est vraiment super intéressant, parce que moi si je dis pas de bêtises, c'était en Estonie ou en Finlande. Si quelqu'un connaît l'histoire, il me contredit si je me trompe. Mais donc en Estonie et en Finlande, donc qui est un des pays où il y a le moins de taux de suicide au monde, donc c'est un pays très safe, etc. Et juste pour te couper, mais l'Estonie est un pays pionnier dans la cybersécurité. Ouais, exact. Exactement. Et donc moi je suis parti là-bas donc il y a un peu plus d'un an et demi. On est parti voir un peu toutes les infrastructures cyber, les grosses boîtes de cyber là-bas. Donc j'ai entendu une histoire où une grosse boîte donc de psychologie. Si tu veux, l'Estonie est un pays où il y a très peu de taux de suicide, mais en même temps, c'est là où il y a les plus gros cabinets de psychologie au monde. Donc c'est un peu contradictoire. Ouais. Et ils avaient créé, si tu veux, comme un peu comme du Zoom de la psychologie. C'est-à-dire que les gens, ils vont chez eux, au bureau, etc. Ils aiment leur PC, ils ont un psychologue en face d'eux. Et ils leur racontent la télémédecine, mais en psychologie. Exactement. Et ils leur racontent leur vie, leurs problèmes, etc. Et donc la plus grosse boîte en question, donc c'était il y a 2 ans, de psychologie, se fait hacker. Et en fait, si tu veux, il y avait comme un espèce d'agent IA qui notait à chaque fois comme une plume, tu vois, et il notait tout. De tout ce que disait le client. C'est-à-dire que le client dit écoute, je ne sens pas bien parce que j'ai trompé ma femme, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout était noté. Cette boîte-là se fait hacker. Il y a tout qui sort. Tout est donné fuite. Et donc, le patron de la boîte reçoit, je pense comme toi, un lien, etc. pour payer donc la rançon. Et lui, catégorique, il ne prend pas de personnes pour négocier. Il dit je ne paierai pas. Le premier mois, il ne paye pas. Le deuxième mois, il ne paye pas. Au bout de 2 mois, le hacker, il commence à s'énerver. Il commence à sortir 10 ou 15 gros noms. C'était des vice-présidents, des chefs de police, et des c'est énorme, en fait. Personnes très puissantes, avec leur dossier complet, etc. Et il leur a dit, je vous laisse encore 24 heures, sinon je sors déjà ces prénoms-là. Les 24 heures sont passées, il ne voulait pas céder. En même temps, c'est le patron de la boîte. Personne ne peut le forcer, c'est son choix. Sauf que c'est un des pires choix de sa carrière, parce que les données sont sorties. Et derrière, toutes les données sont sorties. Ça a causé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, quasiment 20 ou 30 suicides qui ont suivi cette affaire-là. Parce que derrière, tu as des policiers, on parle de pédocriminalité ou des trucs vraiment complexes, vraiment hard, quoi. Et quand ça sort et que tu as une famille, c'est chaud. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien gérer, faites-vous accompagner. Il n'y a pas que l'ego, parce que là, c'était vraiment une question d'ego. Il a dit non, je ne veux pas. Ouais, bien sûr, l'ego, c'est important aussi justement, de savoir gérer l'ego des dirigeants ou des collaborateurs. Parce que nous, on arrive en tant que conseil, on arrive aussi en tant que pompier.
Donc c'est compliqué de dire non mais moi je sais mieux que toi, donc tu vas m'écouter et tu vas faire comme je te dis. Le dirigeant, je sais pas, ça fait 30 ans qu'il a monté sa boîte, il a mené sa barque, etc. Enfin concrètement, il n'a pas besoin de conseils d'un mec comme moi ou comme toi, etc. Enfin chacun a son domaine d'expertise, mais en gros le mec il va avoir son ego et il va dire non mais attends t'es gentil, t'es gentil, moi je gère comme je veux quoi. Donc voilà, donc encore une fois, on revient à l'humain. Vu qu'on est dans les pays, on parlait de l'Estonie, je voudrais avoir ton avis, Lionel, sur un point. Est-ce que tu penses que l'Europe, on est justement un petit peu, vu qu'on concentre la culture, la finance, la tech, est-ce que tu penses qu'on n'est pas un peu la Silicon Valley du racket numérique? Alors j'aime bien cette question et j'aime bien le parallèle que tu fais avec la Silicon Valley. Alors je vais juste mettre un petit bémol. Effectivement, on concentre la culture, la gastronomie, le luxe, de l'industrie, etc. On a des champions de la tech, on ne concentre pas forcément la tech. On n'est pas les États-Unis ou la Chine, mais on a des beaux champions en Europe, typiquement. Comme toi. On a SAP, on a aussi on a Mistral AI, qui est quand même une grosse fierté française. Il y a plein d'autres boîtes, mais on n'a pas des Google, des Meta, etc. Donc sur la tech, c'est un peu différent. Alors Silicon Valley du racket, c'est un peu fort. Mais tu sais, peut-être qu'on mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, on est une target, effectivement. Parce que justement, on a, comme tu disais, une concentration d'entreprises qui font quand même envie. Typiquement, le secteur du luxe. En Europe et notamment en France, on est les leaders mondiaux du luxe. Typiquement, LVMH, c'est une entreprise française. Kering, c'est une entreprise française. Hermès, c'est français. Chanel, c'est français. Après, il y a aussi les Italiens. Mais concrètement, les grands groupes de luxe aujourd'hui, c'est des groupes français. On a effectivement la culture. Enfin, on pourra parler du musée du Louvre, etc. Donc, on a ce schéma-là en Europe. On est interconnecté, on est ultra digitalisé et on met nos données sur toutes les plateformes, tous les sites, etc. Après, il y a aussi donc forcément, en fait, toutes ces entreprises qui ont un gros rayonnement, alors soit un rayonnement financier ou on est aussi très fort en finance d'ailleurs, mais donc que ce soit un rayonnement financier ou un rayonnement réputationnel, typiquement, même si c'est une entreprise qui fait pas forcément beaucoup de chiffre d'affaires, mais qui représente la culture ou un peu un soft power français ou européen à l'échelle internationale, il va y avoir des convoitises sur ces entreprises-là. Donc, parce que ça peut déstabiliser un pays, un continent, un secteur d'activité. Donc, effectivement, vu qu'il y a cet écosystème-là, c'est une porte ouverte aux cybercriminels. Donc, les cybercriminels se disent attends, il y a LVMH, moi je vais aller attaquer LVMH. C'est le porte-drapeau de la France au niveau international. Dans chaque pays du monde, il y a au moins une marque du groupe qui est présent, ou Kering, ou les grands groupes de luxe, ou même dans le monde de la banque, ça peut être BNP ou n'importe. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'effectivement, l'Europe concentre beaucoup de targets, et au-delà de ça, il y a aussi un aspect géopolitique. Alors que ce soit par pays ou l'Union européenne, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les prises de décision des gouvernements. Typiquement, quand le gouvernement dit on va aller envoyer des soldats dans tel pays pour aider la population, que ce soit bien ou pas bien, c'est pas le propos, forcément, il y a des gens de ce pays-là qui vont dire attends, ils sont venus sur notre pays,
Donc, on est en guerre contre eux. Donc, on va les attaquer, mais on n'a pas forcément d'armée etc. à envoyer sur place. Et puis, l'armée française est trop forte pour nous. Donc, on va passer par le numérique. Juste les gars, petite coupure. Il est 37. Je sais qu'on a commencé vers 40. On a 46. 40. Ok, 4 minutes. Oh. Alors attends. Alors ouais, c'est vrai que je prends en compte ce que tu dis. D'ailleurs, on a pu voir que lors de l'invasion de la Russie, il y a eu 800 cyberattaques contre l'Ukraine. Ah ouais. Est-ce que tu penses que justement la guerre maintenant, elle se fait pas plus sur le numérique que militairement ou sur Terre maintenant? Alors, les guerres aujourd'hui sont hybrides. Donc, tu as les guerres cyber, tu as les guerres, on va dire, terre, air, mer, et tu as les guerres électroniques. Mais en fait, avant de lancer une invasion, il y a toute une récolte d'informations et de déstabilisation et de désinformation sur le pays que tu vas attaquer. Donc forcément, il y a les cyberattaques qui entrent dedans. Et quand tu vas envoyer quand même tes soldats sur place, etc., donc l'invasion terrestre, entre guillemets, tu vas continuer à faire des cyberattaques. Parce que ça va permettre de déstabiliser des entreprises ou des pays. Typiquement, tu vas attaquer le réseau d'eau potable, tu vas attaquer le réseau électrique, etc., pour plonger le pays un peu dans un chaos et avoir un avantage, on va dire, j'ai plus le mot, mais tu vas avoir un avantage et une emprise psychologique sur ton emprise. Et donc effectivement, tu vas être le dominant entre guillemets. Donc oui, les cyberattaques aujourd'hui, enfin les guerres aujourd'hui, c'est des guerres hybrides et les cyberattaques font partie de la guerre aujourd'hui. La guerre pour moi, elle a totalement changé, même sur une partie OSINT. Au démarrage, là, on parlait de la guerre Ukraine-Russie. La partie OSINT, au tout début de la guerre, en fait, ils utilisaient que Telegram parce qu'au démarrage, ils utilisaient WhatsApp, toutes les applications qu'on utilise tous, quoi, TikTok. Et donc, en fait, à travers les live TikTok, on voyait où est-ce qu'ils étaient. Maintenant, c'est une guerre avec des drones, donc avec de l'IoT. Tout à fait. Le drone savait exactement encadrer la zone, pas à travers les arbres. Ok, parfait, il y a cette colline-là, donc on sait qu'ils sont là. Et il faisait avoir par rapport à ça. Je rebondis aussi. Et pendant la guerre, alors c'est aussi la guerre Russie-Ukraine. Alors, je crois que c'est les Ukrainiens. ont pris les Strava de certains officiers officiers russes, et ils ont pu tuer certains officiers via des cyberattaques de Strava. Leur parcours, etc. Donc effectivement, la cyber fait partie de la guerre intégrante aujourd'hui. Et même, tu sais, ils arrivent à pirater des hôpitaux et à faire débrancher des machines, à faire péter les plombs, etc. Ouais. Donc ça déjà, et en plus, ça peut créer la mort de personnes, créer des victimes à cause de ça. Et surtout, comme tu as dit, le vrai but, alors même si ça peut causer des morts, etc., mais le but, c'est de plonger le pays dans le chaos. Oui. En touchant des éléments stratégiques tels que des trucs nucléaires, des bases d'eau potable. Un pays qui n'a pas d'eau, c'est un pays où les habitants ils sont en panique. La panique, ça crée tout ce qui va être cause d'énervement, etc. Pas de télé, En fait, le but, c'est de créer une panique et un chaos total. Et pour rebondir sur Strava, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu ça sur LinkedIn, on a réussi à voir, si tu veux, le parcours d'Emmanuel Macron sur Strava. Comment ? Tout à fait. Pas lui directement, en fait, c'est garde du corps. Il l'accompagne constamment, on Strava. Et donc, ils ont piraté Strava, ils ont suivi le parcours de ces 3-4 gardes du corps approchés. Et ils ont dit que en fait, c'est toujours la même chose. Et quand est-ce qu'ils courent ? Ils courent à la même heure où ils sont avec Macron. Donc, c'est qu'ils sont avec Macron à ce moment-là et que Macron fait son footing. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un aurait un jour causé une attaque à Macron ou faire quelque chose de terroriste, il avait, à travers une cyberattaque, tout son parcours constamment, tous les jours, la même chose. Et puis surtout aussi, tu sais, nous, on a beaucoup l'objection de je suis trop petit, je suis pas concerné, des trucs comme ça. Mais en fait, il faut savoir que même en attaquant n'importe quelle entreprise, en fait, ça attaque un pays. C'est-à-dire que même en attaquant par exemple, un réseau de cabinets comptables, en fait, tu attaques quand même un pays. Donc c'est le début d'une guerre, en fait. Tout à fait. Et alors, en fait, tu as deux choses. Alors, c'est un début de guerre si la cyberattaque émane d'un État ou d'un groupe cybercriminel affilié à un État. Après, ça peut être juste un groupe de cybercriminels qui veut se faire de l'argent et en fait,
En gros, ils s'en fichent de la taille de l'entreprise. Eux, c'est ce qu'ils veulent, c'est juste la faille et l'argent. Donc tu as ces deux volets-là. Mais effectivement, les cyberattaques, ça peut mettre en chaos. Et encore une fois, quand on parle de cybersécurité, c'est très large. Et donc, tout ce qui est désinformation désinformation, manipulation de l'opinion, etc., ça fait partie du champ de la cybersécurité. Bah, même Lazarus Group de la Corée du Nord, c'est ça? Tu connais Lazarus Oui, Group? tout à fait. Oui, alors eux sont rattachés à l'État exactement. directement. Mais après, eux, c'est un peu des deux côtés. Eux, ils sont là pour faire et de l'argent, parce qu'au Ouais. démarrage, ils ont été pris par l'État C'est pour une faire mafia, de quoi. l'argent. Et dans un second temps, maintenant, c'est une guerre avec les pays qui sont contre la Corée du Nord. Bah, par exemple, Ils je ont pense que tu as vu quand ils ont piraté Sony. Tout à fait, parce que Sony avait C'était en sorti un 2013, film. je crois. Alors, j'ai plus le nom du Ouais, film, ouais. mais ils avaient sorti un film un peu caricatural sur le Sur dictateur. le régime, ouais, tout exact. à fait. Du coup, ils avaient attaqué Sony. En fait, ça, c'est comme s'ils avaient attaqué directement, Ouais, militairement. ouais. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, encore une fois, c'est dire, ok, on vous attaque, alors pas avec les armes, mais avec le numérique. C'est d'autres armes. C'est d'autres armes. Le numérique est une arme, tout à fait. Et encore plus fatal, je pense. Ouais. Parce que ça crée pas la mort directe, Plus fatal. Alors, tu vois, mais ça En fait, peut la créer. ça peut la créer Indirectement, dans tu certains. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, tu vas hacker une usine, tu prends le contrôle d'un chariot élévateur, tu fais foncer le chariot élévateur dans un mur. Oui, tu peux faire tuer le gars qui est sur le chariot. Donc, ou tu hackes un hôpital en pleine opération, tu débranches les machines, oui, la personne peut mourir. Donc, effectivement, la cyber, c'est pas que de la technique et c'est surtout pas de la technique. Enfin, il y a une partie technique, mais c'est pas de la technique et faut pas le voir comme de la technique. Faut vraiment le voir comme une comment dire, comme Une science. pas une science, mais comme un sujet stratégique qui va m'aider dans mon business et qui va aussi permettre effectivement de protéger mon entreprise et de continuer que je fasse des opérations financières ou des opérations chirurgicales, etc. Donc c'est vraiment c'est un tout en fait, la cyber. En fait, c'est pas une charge. C'est plutôt quelque chose qui va me permettre, comme tu as dit, de continuer à vivre, de Tout à fait. continuer à pouvoir Ça permet faire former de mes protéger équipes, ton entreprise Exact. et ce que tu as créé. pouvoir faire travailler. en Et toute tu as dit sécurité. le mot charge, et effectivement, beaucoup d'entreprises, alors ça change un petit peu, voient la cybersécurité ou voyaient la cybersécurité comme un coût, donc comme une charge. En fait, il faut le voir comme un investissement. Bon, en tout cas, les gars, c'est une fin de podcast. Merci Lionel d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, c'était super cool. Et je pense qu'on a tous, vous avez tous en tiré plein de bonnes choses. Et on vous dit à la prochaine pour le nouvel épisode. Et on a hâte.